Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce véhicule ici est une grosse surprise pour moi, surtout à l'intérieur. Il m'a fallu vraiment le découvrir et le présenter avec tous ses secrets. Je suis Thomas sur Auto Je Fuel en 4K plein écran et en intégralité. Allons-y avec la Citroën C5 Aircross, nouvelle génération, et aussi un nouveau style avec ce nouveau langage design de Citroën. Un logo qui s'inspire désormais davantage du style rétro, c'est une évidence. Gris platine, voici la couleur du jour qui s'offre à nous, et un feu de jour intéressant avec des éléments horizontaux, mais aussi ces deux blocs. Le bloc principal des phares est juste ici, et il s'agit également des phares principaux Matrix LED en option. Un look rafraîchi pour l'extérieur, mais je peux vous dire que l'intérieur sera encore plus surprenant comme je l'ai déjà laissé entendre. Longueur 4,65 mètres, soit 183 pouces. Style plus droit, 15 cm ou 6 pouces en plus que le prédécesseur. Un gain notable en longueur. Les roues démarrent à 18 pouces. Des roues de 19 pouces sont proposées aussi. Et voici les roues optionnelles de 20 pouces en noir. Un style plus attrayant ici, pour ainsi dire. Mais nous verrons comment c'est en termes de confort. Et en parlant de confort, cette voiture est équipée de série de la suspension spéciale Citroën avec des coussins hydrauliques. Pour que vous ayez un peu plus qu'une simple suspension en acier standard, cela sera très intéressant en effet. On peut aussi avoir ce schéma bicolore, donc un toit noir, comme ici. Celui-ci est le modèle hybride rechargeable. Il y a une version essence, une version hybride rechargeable et une version entièrement électrique. Beaucoup de flexibilité dans le choix de la motorisation. En plus, à l'arrière, ce qui est vraiment frappant, c'est la position debout des feux arrière, très distinctive, sans aucun élément sur le côté gauche. Je me demande vraiment si c'était légal pour les crash tests. Mais évidemment, ça l'est. On dirait presque un avion qui commence à décoller ou quelque chose comme ça. J'adore vraiment ce large lettrage ici, très plat et imposant. Cette typographie est devenue une tendance dans l'industrie auto, ou plutôt un retour aux origines. Donc il a vraiment un design qui se démarque, bien que ce soit un modèle frère de la Peugeot 3008. Et avant d'aborder les détails du moteur, regardez cet élément de déco ici, en doré. Je trouve que ça colle bien. Et puis j'ai ce plectron de Citroën. Je ne joue pas de guitare actuellement car je veux plutôt l'échanger ici avec celui en noir. Et vous pouvez choisir différentes choses pour ça. Il y aurait aussi par exemple un tricolore français disponible comme un drapeau français. Vous pouvez configurer ça ici. Commandez-en différents, utilisez ça pour ne pas abîmer la voiture. Je ne suis pas sûr si je le ferai 10 fois ou quelque chose comme ça. Mais c'est la méthode, c'est la méthode. Pour retirer ça ici, oui, sans endommager le véhicule. Mais ouais, comme je l'ai dit, je ne le ferai pas 10 fois, c'est vraiment pas nécessaire. Si tu veux les garder ici à ta manière, fais-le une seule fois. Ensuite, tu pourras les changer, par exemple, avec un élément noir ou avec quelque chose d'autre. Un autre de ceux-ci se trouve sur le côté ici. Dans la partie inférieure de la porte, tu peux aussi échanger ces éléments comme tu le souhaites. Et maintenant, en tirant 2 fois, nous connaissons bien ce système chez BMW. Voyons ce qu'il y a sous le capot. Ça commence par le Mild Hybrid 1.2 Liters. Cylindre, c'est l'entrée de gamme. Celui-ci est le milieu de gamme. 1. 1.6 litres 4 cylindres. Un très bon choix. Un véritable hybride rechargeable est une puissance intégrale de 195 chevaux en traction. Un commentaire détaillé est disponible. Dans la description, vous trouverez toutes les informations sur les moteurs et leurs caractéristiques techniques. Recharge AC, 3,7 kW de base ou 7,4 kW en option. Je recommande personnellement le 7,4, non? Même ça, c'est lent. Un hybride rechargeable actuel a besoin d'au moins 11 kW AC, voire 22 kW ou du DC, car la batterie justifie une recharge plus rapide. Environ 18 kWh net, comparable au BMW X3, Audi Q5 ou Mercedes GLC hybride. Une taille raisonnable, mais un peu lent à recharger. Cependant, si tu le branches chez toi, sur une prise murale pendant la nuit, ça ira toujours bien. C'est le plus important, 8,3 secondes, c'est le temps d'accélération pour celui-ci et il est à traction avant. Et puis il y a les versions entièrement électriques,
une équipée d'une batterie de 73 kWh et une autre en version longue autonomie avec une batterie de 97 kWh. Jusqu'à présent, toutes en traction, le frère ou sœur du Peugeot 3008 et le 5008. Ils ont également proposé une version à 4 roues motrices disponible après le lancement, donc on doit voir si celle-ci arrivera ici aussi. Peut-être pas, parce que Peugeot est plutôt axé sur la performance, Citroën un peu plus sur le confort. Alors, on doit voir ça pour l'instant. Comme je l'ai dit, toute en traction avant pour ce véhicule. La version 97 kWh représente une batterie vraiment imposante pour ce véhicule en particulier ici. Oui, on a un véritable choix de motorisation entre mild hybride, plug-in ou électrique. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous choisiriez. Intérieur, clé standard, Citroën, Peugeot, comme on la connaît depuis des années. Fermeture des portes, très solide à l'avant comme à l'arrière, et on peut voir ici qu'ils optent pour cette approche sans cadre en bas. On l'a vu avec certains véhicules maintenant et je trouve que ça donne un look plutôt élégant. Et j'espère que d'autres pensent la même chose. Et ici, à l'intérieur des portes, la partie supérieure est compactée par contre. Elle est au moins structurée, mais dure. Ce que j'aime, c'est leur couverture en tissu extensive à l'intérieur. Ça couvre vraiment une très large zone ici. Et puis un noir brillant sur le panneau intérieur de la porte. Ce qui est vraiment cool, c'est le contrôle classique pour les rétroviseurs et les vitres. À l'intérieur, on trouve du hard pack. Cependant, vous pouvez observer ces petites paillettes mélangées et c'est un matériau qui contient 20% de, disons, déchets de bois provenant de la production viticole. C'est vraiment intéressant, ça aurait simplement été brûlé ou quelque chose comme ça. Et ils utilisent ça pour remplacer une partie du plastique. Donc c'est une bonne approche, c'est sûr. J'aimerais aussi voir quelque chose de doux ou recouvert là, puis le volant avec le logo Citroën mis à jour, côté gauche également en noir brillant, c'est 7. Malédiction. Capacitive, un design à un seul bouton qui offre un peu de feedback. Des commandes classiques et plutôt derrière le volant, ici aussi pour naviguer dans les instruments digitaux. J'aime ce tissu, les revêtements ici. Et c'est intéressant que là, ça semble être un haut-parleur. Il est aussi indiqué ici, la note et la touche correspondante. Donc avec un haut-parleur à l'intérieur, on peut déjà le ressentir. Les sièges sont clairement mis en avant. Regardez ça. J'étais vraiment surpris de voir un tel détail. On a ici un tissu clair, puis ces éléments de décoration à l'extérieur qu'on peut modifier. Ils ont repris ce design ici. Puis un autre détail, non, gris plus foncé. Et ici, ces motifs de luxe en simili-cuir perforé et c'est extrêmement doux au toucher. C'est vraiment agréable, tant pour la profondeur de l'assise que pour le simili-cuir haut de gamme. Ce sont les sièges haut de gamme. Le volant est aussi sans produit animal. Et ici aussi, comment c'est travaillé, quand tu appuies, tu peux vraiment le pousser là-dedans et ça cède légèrement, tu vois? J'adore cette attention aux détails. Et dans chaque version, la voiture est sans produits animaux. Version haut de gamme, simili-cuir à l'intérieur, tissu à l'extérieur pour un confort toujours assuré. Milieu de gamme, tissu intérieur, simili-cuir extérieur. Entrée de gamme, tout en tissu. On a un toit panoramique en option et avec ma taille de 1,89 m, il reste un peu de place. Le volant se règle manuellement haut et bas, avant et arrière. Au fait, ici, dans notre lieu de tournage, vous apprécieriez peut-être cette Seat Leon ST avec ses jantes style OZ Racing blanche. Certains les adorent, d'autres disent que ça donne peut-être un look pas cher, mais il faut avouer, c'est un peu un plaisir coupable pour moi. J'adore ça. Léa n'aime pas, elle trouve ça exagéré. Moi, ça me plaît. Qu'en pensez-vous? Bienvenue ici dans ce cockpit. Ça continue avec cette approche de luxe. Citroën mise résolument sur le confort et c'est pourquoi ils ont conçu ces sièges spéciaux. Et je n'arrive pas à m'en remettre. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont incroyables au toucher et ils sont effectivement très confortables. Grand fan de ces sièges, plus tard je verrai peut-être aussi les modèles milieu ou entrée de gamme. Ils seraient sûrement très intéressants.
Et puis aussi vraiment attrayant ici, ce large tissu utilisé sur le tableau de bord. Ça a l'air vraiment cool. Ici aussi, un détail voulu, pas juste une housse en tissu. Quand vous êtes là, utilisez votre pouce pour appuyer dessus. Vous sentirez une mousse souple et agréable derrière ça. Et j'adore ce détail attentionné. Et ces éléments de design ici, ces bandes horizontales, à nouveau utilisées ici aussi à l'intérieur. La tension ici. Le haut du tableau est entièrement en matériaux durs et j'ai découvert quelque chose à améliorer ici, là où l'affichage tête haute est intégré. Ici, tu peux appuyer à cet endroit, c'est sûrement une version précoce. C'est pour ça. Mais si les chefs de produits Citroën regardent, c'est peut-être un point à améliorer ou à corriger dès la production en usine. Écran 10 pouces à gauche. Bientôt plus sur ce sujet. 13 pouces pour l'infodivertissement. 13 pouces vertical au centre. On en parlera plus tard. Petit aperçu. Nous avons l'unité de climatisation ici. Assez grande et facile d'accès en bas. Vous savez, je suis toujours fan des interfaces physiques. Comme ici, la molette pour le volume est toujours présente. C'est un bon point. Et il faut noter que ce bouton accède aux fonctions du véhicule. Et en appuyant, et maintenant, ça désactive automatiquement l'assistance de maintien de voie ainsi que l'avertissement de vitesse. Le bip de vitesse imposé en Europe, je ne sais pas si c'est à configurer au préalable ou si c'est déjà programmé d'origine, mais tu vois que c'est possible. Et c'est très simple, car la loi t'oblige à le désactiver à chaque démarrage. Si bien qu'ils ont finalement choisi d'inclure cette fonctionnalité dans ce véhicule, vous voyez que cette console centrale est flottante. Et en plus, vous pouvez voir que vous avez le support de charge inductive pour votre téléphone. Elle est aussi ventilée. Et il y a un porte-gobelet non adaptatif à l'avant. Vous pouvez aussi retirer tout ce tapis en caoutchouc, au fait, pour le nettoyer. Ensuite, vous verrez aussi le ventilateur derrière. Le sélecteur de conduite est là. Pour le plug-in hybride, vous pouvez choisir entre électrique, 100% électrique, hybride ou sport, combinant les deux moteurs. Le levier, avant, arrière, etc. Frein à main électrique. Ici, il y a un couvercle souple, c'est vraiment sympa. Super qu'ils aient pensé à ce détail. Très doux pour le pouce ou même le coude. Ouverture séparée du rangement dessous. Ici, il est vraiment très profond. Et je sens aussi qu'il y a là-dedans un système de refroidissement. On l'avait déjà dans la Peugeot 3008. On peut le tourner et on sent directement l'air frais qui circule. Donc, je pense que c'est un truc sympa pour pouvoir y stocker des boissons fraîches. Ou peut-être, si vous avez des aliments qui nécessitent d'être refroidis pour la route, vous pouvez les y mettre sans problème. Si vous faisiez des courses et deviez conduire environ 30 minutes, c'est une fonctionnalité vraiment pratique. Avec cette console flottante, il y a quelque chose en dessous. Deux chargeurs USB-C. Ils ressemblent à des USB-A, mais sont USB-C à l'intérieur. Et là encore, matériaux recyclés, ce qui est vraiment cool. J'apprécie ça plutôt que du plastique noir basique. Et puis, tu as plus de porte-gobelets ici. J'ai un échantillon de tasses à café ici. Ils sont assez adaptables, comme tu peux le constater. Cependant, on pourrait dire que conduire, puis descendre là-bas pour attraper sa tasse, et puis je ne sais pas si c'est l'idéal, je n'en suis pas si sûr, donc peut-être pas. Ouais, je dirais que. Et pour Léa, non, elle a cette Ovala, c'est l'autre marque, ouais, tu sais, comme les filles qui commencent à avoir ce genre de truc. Et elles font aussi toujours ces real mockers où les gars utilisent une vraie poubelle pour imiter leurs gestes. C'est assez drôle, mais en même temps, ça montre à quel point c'est spécifique et un peu ridicule, non? Genre, ah, mon nouveau porte-gobelet, tu vois? Ouais, donc je trouve ça pas pratique. Il va vraiment falloir que ton copilote te donne un coup de main pour attraper tes boissons là en bas, hein? Mais à part ça, l'intérieur est vraiment charmant. Ouais, juste ici, il y a ce bouton tout en bas, tu vois? C'est encore une fois cette logique Mercedes, tu vois? Un seul bouton. Mais toutes les fonctions sont intégrées en un seul endroit. Mais au moins, c'est un ensemble. C'est sympa de pouvoir maintenir un seul bouton pour désactiver tous les bips. Et la vue conducteur avec les instruments numériques. L'autonomie en électrique, soit dit en passant, peut être 70 à 80 km, quelque chose comme ça. 135 km par heure est la vitesse maximale en mode électrique. Elle peut aller bien plus vite avec le moteur à combustion.
Vous pouvez aussi changer les styles ainsi que la vue de la carte, c'est également possible. Et puis nous avons aussi un affichage tête haute. C'est dur à filmer, ça ne clignote pas dans l'œil, mais c'est vraiment très grand en vrai, plus grand qu'on ne l'imagine. Et quelques détails sur l'infotainment. Le GPS interne de la voiture était peu utilisable dans cette région. Avec le nouveau modèle C5, il l'est vraiment. Il est plutôt réactif et semble vraiment pas mal. Tu peux aussi utiliser le GPS intégré, c'est possible, et ils ont cette logique de refroidissement. Le froid à droite, le chaud à gauche, faut s'y faire. Mais ouais, ça marche. Alors, siège climatisé, ventilé, plutôt sympa. Volant chauffant, tout est disponible. Et il y a en fait encore plus. Donc quand tu appuies sur un bouton, ce menu apparaît. Et tu peux voir, tu peux gonfler les accoudoirs latéraux du siège comme ceci pour une expérience de conduite plus sportive par exemple, ou plus ouvert que ce qui est possible. Le siège propose même un masseur intégré, patte de chat. Tu peux l'activer ici, c'est très simple. Et c'était vraiment assez intense ce massage de patte de chat, très intéressant à essayer et à découvrir. Alors, oui, c'est vraiment simple. De l'accéder dans le système d'infodivertissement, comme ici par exemple, la ventilation des sièges est là, et on ajuste les niveaux juste à côté. Réappuyez ici, rien ne change, choisissez chauffage ou climatisation. Ensuite, vous pouvez réappuyer ici. Il pourrait y avoir des solutions plus adaptées. Et peut-être que vous entendez encore le massage de la patte de chat qui continue ici. Donc je le désactive maintenant à nouveau. Et Apple CarPlay, c'est comme ici, une belle intégration également avec ça. Ici, avec CarPlay, quand vous utilisez Apple Maps, vous pouvez aussi avoir Apple Maps dans les instruments numériques. C'est vraiment plutôt cool. Et ce qu'on peut aussi essayer, c'est si ça fonctionne aussi avec Raze. Oui, ça marche aussi. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Juste Google Maps. Pour mettre Google Maps à gauche, là, il faut Android Auto parce que, ouais, c'est cette bataille Google Apple. Siège arrière, intéressant. Ici, coque rigide. Encore haut de porte, puis large zone en tissu. C'est vraiment assez cool. Puis ce matériau recyclé, encore une fois, ici, à l'intérieur des portes. Il y a une housse vraiment intéressante pour l'isofix qui semble réapparaître ici avec ses fermetures éclairs. Laissez-les ouvertes si vous utilisez souvent l'isofix, ça s'enfonce assez profondément là-dedans. Et il y a également ce levier spécial ici, c'est ce que vous devez tirer pour la position cargo du siège. Donc, je vais plutôt vous montrer ça de l'autre côté, c'est bien plus visible ici. Voici la différence. Donc la position du chargement est plus droite, plus de longueur de tronc dans la partie supérieure, où vous pouvez la reculer à nouveau. C'est ce que vous devez faire à partir d'ici. Je vais vous montrer cela à nouveau dans le coffre. Vraiment cool. Pour les sièges arrière, nous avons ces coussins premium très moelleux ici, ce matelassage pour ainsi dire. Et là, encore une fois, le simili-cuir perforé haut de gamme, très doux comme ici, il épouse bien le corps. C'est un vrai plus de ce véhicule, c'est certain. Ici, au niveau du milieu, l'accoudoir se rabat facilement. Il est assez adaptatif grâce à ses patins en caoutchouc. On voit bien que c'est de bonne qualité de fabrication. On peut également replier cette partie centrale ici pour en faire une trappe à ski, donc ce serait tout à fait possible. Dans la finition haut de gamme, les sièges à l'arrière sont également équipés de chauffage. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Si vous bougez un peu à l'arrière, au fait, si vous le cognez avec vos genoux, alors tout... Vous voyez ici, il y a en quelque sorte un raccourci. Alors, glissez avec votre genou et tout s'active en même temps au niveau 3 de la souris. Alors oui, ces trucs tactiles ont toujours quelque chose, pas vrai? Ensuite, nous avons deux chargeurs USB-C ici, dans les parties inférieures aussi, et voilà, à côté d'une alimentation 12 volts et un espace généreux ici pour les genoux, grâce à ce creux bien pensé et très pratique. Avec le siège relevé, on gagne encore plus de place. Et ici, malgré le toit panoramique, la hauteur pour la tête reste confortable. Je peux aussi relever l'appui-tête ici. Et la banquette n'est en fait pas trop haute. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus haute, mais tu vois bien ici que pour un SUV, mes pieds sont assez hauts et c'est normal puisque c'est aussi la version 100% électrique avec sa batterie, par exemple. Et ouais, en tenant compte de ça, je m'attendais à ce que le banc soit aussi un peu plus haut.
Peut-être que ça aurait été plus confortable, je ne sais pas trop, c'est peut-être personnel. Globalement, c'est un bon confort grâce à ces coussins bien moelleux, donc je pense que c'est validé. Et ici, le toit panoramique, on peut même mieux le voir de derrière au moment où il s'ouvre. Je peux également le fermer ici. C'est un toit qu'on peut encore ouvrir, ce qui est vraiment assez rare de nos jours. Option pour la finition haut de gamme ou inclus dans le max, peut-être, qui sait. Ça dépend aussi du marché. Et voici ensuite ici l'ombre avec un plafond lumineux vraiment agréable. Ça rend l'intérieur particulièrement lumineux. Ce style gris clair est vraiment magnifique. Passons maintenant au coffre, 650 litres de capacité. Voyons ensemble ce que nous pouvons en faire pour que tout soit bien visible et facilement accessible. Commençons par retirer cette partie supérieure. D'abord. Et voilà, une belle vue sur l'intérieur du coffre. Ici, ça permet aussi de placer une autre protection. Et puis, nous avons une largeur de 40 pouces, la longueur standard ici, et d'environ 93 cm, ce qui équivaut à 36 pouces. Et ici, vous pouvez voir, c'est la position de chargement mentionnée, donc c'est un peu plus vers l'avant ici. Position plus reculée, ajustée avec le... Regardez ça attentivement. Ici, vous avez bien vu ça? C'est vraiment intéressant, non? C'est comme la protection de ce mécanisme que vous ne remarquez pas, comme la charnière en métal. C'est comme ça qu'il se replie. Intéressant? Oui, une réelle attention portée aux détails. Et puis, la hauteur est importante, elle peut être plus haute. Je vous montre ici. Je soulève ce couvercle. En dessous, il y a suffisamment d'espace pour un câble de charge. Ah ouais, bonne remarque de Léa. Comme ça. Donc je peux aussi le mettre comme ça et ça tient, donc vous avez les mains libres pour ça. Donc c'est une solution vraiment intelligente ici avec ces petites attaches sur le côté. Elles font vraiment ça. Et puis je peux aussi le placer ici en position basse comme ça, ce qui me permet de le transporter facilement avec moi. Et donc la hauteur maximale ici est de 31 pouces ou 80 cm. Donc vraiment pratique pour replier les sièges complètement. Eh bien, quand la couverture est ici, je peux aussi me pencher et les replier comme ça. Aussi quand... Que fait-elle quand elles sont en position de chargement? Voyons voir. Oh, ça marche? Oui, intéressant. Donc, bien sûr, dans ce cas, il y a une étape. Mais si je le remets en position haute, comme ça. Alors, nous avons la transition uniforme et ensuite la longueur jusqu'au siège avant. Fait 1,73 m ou 68 pouces et c'est vraiment très convenable. Et oui, là vous pouvez une nouvelle fois voir ici la différence quand cette charnière est repliée. Et une idée intéressante de l'IA, elle suggérait que ça rappelle vraiment un accordéon, vous savez, comme conduisant la Citroën C5 Aircross, nous avons ici la version hybride. 195 chevaux et nous ferons bientôt aussi une accélération sur l'autoroute. D'abord, comme avec l'hybride, utilisation en ville à basse vitesse, puis le mode électrique s'active. Je peux aussi passer en mode électrique dédié. Cela serait également possible si, par exemple, je veux d'abord vider complètement la batterie. Alors, vous savez, dans la plupart des cas, c'est pratique pour aller au travail ou dans ce genre de situation. Roue de 20 pouces, suspension standard et amortisseur hydraulique. Voyons comment cette combinaison se comporte. Et bien sûr, maintenant, ici en mode électrique, c'est vraiment silencieux, même si on traverse une petite averse d'été, pour ainsi dire. Mais c'est aussi normal sur l'autoroute où on vérifie bien l'isolation acoustique et tout ça. Un autre Citroën C5 Aircross qui arrive vers nous. Et je dois dire que même, déjà quand on roule à petite vitesse ici, la réponse à l'accélérateur est vraiment sensible. Il faut donc y aller doucement pour ne pas stresser les passagers. Et aussi, la réponse au freinage est très sensible. Donc, il y a d'abord une zone où il n'y a presque rien au niveau du freinage, et puis soudain, ça devient très agressif. Et c'est presque la même chose avec l'accélérateur. Donc, il faut vraiment apprendre à être très doux avec l'accélérateur, surtout ici en mode électrique, parce que ça avance vraiment très vite.
Même sans être une bête d'accélération avec ses 8,3 secondes au 0 à 100 km par heure, surtout avec le frein, tu sais, genre ici ça glisse un peu, et puis soudain tu ressens vraiment une forte poussée de freinage. Donc il n'y a pas de transition entre les deux. Et je ne suis pas sûr si ça a à voir avec le mélange des freins entre l'opération du système et les freins à friction. C'est parfois le cas pour les hybrides rechargeables, donc c'est peut-être quelque chose sur quoi ils peuvent travailler ici avec ce véhicule. Ça fluctue aussi un peu selon ce que tu fais, donc tu peux aussi voir, je laisserai ça fonctionner quand tu l'utilises au quotidien. Mais ici, pour notre test, c'est utile par exemple pour voir maintenant que l'énergie revient vers la batterie quand je roule simplement, ou ici quand je freine. Quand je réaccélère, ici depuis la batterie, qui est également positionnée dans cette partie basse, comme sur la version 100% électrique, l'énergie passe de la batterie aux roues. Et quand je vais appuyer encore plus fort sur l'accélérateur en m'engageant sur l'autoroute, le moteur à combustion s'activerait alors pour délivrer une accélération maximale, puissante et continue. La direction est légère, mais aussi très réactive. Il n'y a aucune zone morte. C'est donc vraiment plutôt agréable. Et même si on a eu quelques ralentisseurs ici et là, c'est vraiment bien. C'est facile à maîtriser et à conduire. La suspension compense plutôt bien ces roues de 20 pouces. Alors, parfois, on a ces grandes roues sur des véhicules et ça rend vraiment la conduite très inconfortable. Dans ce cas, pas du tout. Donc, vraiment un bon travail avec la suspension pour mettre l'accent sur le confort. Et maintenant, on peut aussi le mettre ici en mode sport. Heureusement, la pluie vient juste de commencer. La route n'est pas trop mouillée, avec un revêtement plutôt rugueux qui absorbe une partie de la pluie. Maintenant, tu peux voir que la combustion est aussi active. Ce n'est pas si visible, il faut le dire, sur l'écran. Et nous sommes ici à 50 km à l'heure et accélérons. On y va. C'était de 50 à 120. Maintenant, nous avons échappé à ce nuage de pluie à 120 km à l'heure, c'est-à-dire environ 65-70 miles à l'heure. Ce n'est pas trop bruyant, malgré le revêtement rugueux. C'était surtout la pluie qui gênait, mais elle n'est plus là maintenant. Pas de bruit de vent notable ou dérangeant. C'est vraiment parfait pour rouler sur l'autoroute dans ces conditions. La suspension reste vraiment douce et confortable, alors est-ce que je peux la secouer beaucoup ou pas? Oui, on ne ressent aucune réaction immédiate à gauche et à droite, surtout à des vitesses plus élevées. Donc, clairement, l'accent est fortement mis sur le confort et pourquoi pas, c'est vraiment une excellente chose, tu vois. Si tu cherchais une option plus sportive, tu pourrais choisir la Peugeot 3008 avec la même technologie, mais une orientation clairement plus sportive. Et là, tu sens vraiment que la suspension s'enfonce légèrement quand tu freines brusquement et dans ce genre de situation. Mais c'est juste une question d'accentuation. Tu vois, on ne peut pas dire que l'un est bien ou mal. C'est surtout ce que tu attends du véhicule. Et Citroën a cette orientation très spécifique. Et ce n'est pas une semaine où tu prendrais un col alpin pour enchaîner les virages à fond. Tu comprends vraiment ce que je veux dire, non? C'est plutôt comme ça, ouais, c'est vraiment l'héritage Citroën. Tu flottes sur la route comme sur un nuage. Je suis vraiment surpris par le niveau de confort, tu sais. Avec les sièges moelleux et ces coussins des amortisseurs. Avec des roues de 20 pouces, on dirait presque une suspension pneumatique. Si vous optez pour des roues de 19 pouces ou même pour les 18 pouces de la version d'entrée de gamme qui ne sont pas disponibles dans la version plug-in hybride ni dans la version entièrement électrique, car dans ces versions, c'est 19 pouces. Avec des roues plus petites, ce serait plus souple et vraiment confortable. Alors, voici un peu de slalom à 50 km à l'heure. Peut-être que vous voyez aussi à la caméra que nous nous penchons un peu et aussi avec les jambes de Léa. Ce n'est donc pas la voiture idéale pour faire un peu de, désolé pour ça, un peu de course. Mais le plaisir, c'est plutôt d'aller tout droit et de profiter du confort des sièges. Pas de double vitrage, mais c'est suffisant, très bien insonorisé. Et cette conduite fluide,
grâce à la suspension. C'est vraiment super cool. En mode hybride d'ailleurs, je suis revenu dessus. Le moteur est de nouveau coupé ici. Tu l'as peut-être vu dans ce mode dual. Quand je passe en mode sport, ça applique immédiatement un peu de frein moteur et cela permet également de régénérer de l'énergie. Ici, le bleu et le blanc se sont mélangés, montrant clairement la puissance provenant des deux sources. À ce moment précis, c'est le moteur à combustion qui domine, tout en blanc ou gris. En accélérant, on observe la contribution simultanée des deux systèmes. C'est vraiment fascinant de voir la technologie en action, toujours. Impressionnant à observer. Dans la plupart des situations, on laisse simplement la voiture en mode hybride, car même dans ce mode, en appuyant à fond, l'accélération est puissante et le moteur réagit instantanément. Et puis, vous avez aussi la puissance des deux groupes motopropulseurs. Mais c'est là tout l'intérêt de nos essais, c'est que vous pouvez vraiment vivre l'expérience de la voiture au plus près de ce que serait un essai routier par vous-même. J'adore vraiment ce volant en simili-cuir si doux et haut de gamme. Et cela contribue également à ce côté premium de la conduite. C'est donc l'une des rares voitures sur la route aujourd'hui qui ne mise pas sur toujours plus de sportivité, mais vraiment sur le confort. Confort, tant au niveau de la suspension que des sièges. C'est vraiment l'accent mis par ce véhicule et on a du mal à trouver autre chose sur la route aujourd'hui qui offre ce genre de configuration. C'est vraiment très intéressant. Les systèmes d'assistance se règlent juste ici, sur le côté gauche du volant. Le régulateur adaptatif, etc., vous pouvez l'ajuster en limiteur classique ou passer à l'adaptatif en fonction de vos préférences. Alors ouais, ça dépend de ce que vous préférez. Et vous pouvez vous rappeler ici, avec la touche rapide, vous pouvez aussi activer ou désactiver l'assistance de maintien dans la voie selon votre préférence. Pour l'économie de carburant, ça dépend toujours. Ces chiffres paraissent très bas, tant en énergie qu'en consommation. Mais c'est une utilisation mixte. C'est pourquoi les deux sont bas. Si vous n'utilisez qu'un seul de ces éléments, alors bien sûr, il serait plus élevé, un seul à la fois. Alors pourquoi ai-je été si surpris aujourd'hui, surtout concernant l'intérieur? C'est aussi à cause du prix, parce que nous savons que Citroën n'est pas dans le segment premium, et ce véhicule commence à partir de 34 000 €. Et bien sûr, version de base, sans extra. Également juste le moteur essence 3 cylindres mild hybrid, qui n'est pas le plus puissant, honnêtement. Oui, c'est sûr, mais pour un usage en ville, ça pourrait même être largement suffisant, tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux voir le prix, l'hybride rechargeable et les versions électriques coûtent quasiment pareil. 39 000 € pour le PHEV, ou FEV, comme on dit parfois, et pour l'hybride rechargeable. Dites-le moi en commentaire. Ce véhicule, comme prévu, c'est la finition haut de gamme, avec sièges en simili-cuir spéciaux, toit panoramique et peinture bicolore. Toutes les options cochées à 47 500 €. Ce n'est bien sûr pas proche du prix d'entrée de gamme, mais quand même, en considérant ce que l'on obtient, comme la taille de la batterie et la qualité de l'intérieur et ainsi de suite, c'est encore un rapport qualité-prix très correct. Dis-moi, tu penses quoi de la Citroën C5 Aircross? C'est vraiment intriguant de voir qu'on trouve encore une voiture aussi centrée sur le confort, alors que les autres optent clairement pour un style plus sportif. C'est donc avant tout une question de ce que tu recherches vraiment et des priorités que tu souhaites privilégier. Et si tu cherches un autre point fort, tu pourrais aussi envisager de regarder la Peugeot 3008 ou alors te tourner vers la concurrence extérieure comme la Kia Sportage.